La riposte d'Israël au massacre du 7 octobre 2023 s'est traduite par une campagne génocidaire à Gaza, où un siège est imposé aux quelques 2 millions d'habitants. Depuis 2 ans, Gaza fait donc face à un déchaînement à une échelle inédite dans le conflit israélo-palestinien de tueries et de destruction. On observe un nombre record de victimes civiles, avec environ 90% de civils parmi les morts, un nombre record de journalistes et de travailleurs humanitaires tués, environ 500 humanitaires tués, dont 15 membres du personnel de MSF. À cela s'ajoutent 10 000 prisonniers détenus sans jugement dans des conditions indignes dans les prisons israéliennes, dont des dizaines de morts sous la torture. Le 30 décembre, 37 ONG internationales ont reçu une notification officielle indiquant que leur enregistrement expirerait le 31 décembre 2025. Cela déclenche une période de 60 jours, à l'issue de laquelle ces ONG internationales sont tenues de cesser leurs opérations à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Depuis la fin du mois de décembre, Médecins sans frontières fait l'objet d'une campagne de dénigrement et de diffamation de la part des autorités israéliennes. Celles-ci relaient, via leur compte officiel, mais aussi par des contenus sponsorisés en ligne, de fausses informations à l'encontre de Médecins sans frontières. Aujourd'hui, Médecins sans frontières n'est plus autorisé à acheminer du matériel médical ni à maintenir la rotation de son personnel international à Gaza. Dans cet entretien, nous allons tenter de comprendre ce qui se joue derrière cette interdiction. 2 éléments principaux se dégagent. Cette interdiction s'inscrit dans une continuité, depuis 2 ans durant lesquels Israël organise l'entrave à l'acheminement de l'aide humanitaire, en dépit du droit international. Cette interdiction marque la volonté d'instaurer un huis clos à Gaza. Interdire les ONG, c'est les empêcher de témoigner de la situation. De la même manière, les journalistes internationaux ne sont pas autorisés à rentrer à Gaza et les journalistes locaux ont été durement ciblés. Pour comprendre ce tournant dans la guerre à Gaza, je vais interviewer Ronnie Broman. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Ronnie Broman est médecin, diplômé en médecine tropicale et en épidémiologie. Il s'est engagé dans l'action humanitaire en 1977 au sein de Médecins sans frontières, donc quelques années après la création de l'organisation en 1971. Il a effectué de nombreuses missions, principalement dans des contextes de déplacement de population et de conflits armés. Il a été ensuite président de Médecins sans frontières de 82 à 94. Ronnie Broman est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'humanitaire et il étudie depuis de nombreuses années le conflit israélo-palestinien. Salut Ronnie. Salut Elba. Avant d'aborder notre sujet principal, donc sur la critique de MSF et son interdiction en Palestine, j'aimerais te questionner sur le cessez-le-feu. Le 13 janvier dernier, lors d'une conférence de presse, le porte-parole de l'UNICEF, il disait « Plus de 100 enfants ont été tués à Gaza depuis le début du cessez-le-feu ». Donc face à la situation actuelle, est-ce que tu dirais que le cessez-le-feu n'est qu'un mot, sans réalité concrète ? Non, ce serait trop dire. Le cessez-le-feu a une réalité concrète dans la mesure où, jusqu'au 10 octobre dernier, date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la population de Gaza était soumise à un bombardement constant, réalisé par notamment des avions, des F-35, des F-15, qui ont causé une mortalité absolument gigantesque en balançant des bombes énormes, et ça s'est arrêté. Donc le cessez-le-feu a représenté un répit significatif pour les Palestiniens, auquel il faut quand même prêter attention. Cela étant, 450 personnes ont perdu la vie, dont 100 enfants, comme le rappelait le délégué UNICEF, ce qui montre que le cessez-le-feu n'est pas la paix. Le cessez-le-feu, c'est un moment de la guerre. Et il est évident, comme l'a d'ailleurs dit le Premier ministre israélien, que Israël continue à poursuivre ses buts de guerre par des moyens légers ou par des moyens lourds, de hard way ou de soft way, comme il a dit, c'est-à-dire désarmement du Hamas, reprise du contrôle total de la bande de Gaza. Donc le cessez-le-feu appartient au vocabulaire de la guerre et s'inscrit dans la guerre. Mais c'est tout de même une guerre retenue, et donc malgré tout, le répit dont jouissent les Palestiniens, qui vivent des conditions infernales par ailleurs, compte tenu du fait qu'ils vivent dans un tas de décombres, sous des tentes qui ne les protègent pas des intempéries. Nous parlons à un moment en hiver, il peut faire très froid, il y a une tempête qui vient de passer sur Gaza, donc les conditions de vie, d'hygiène, d'alimentation, de repos, de vie collective sont absolument épouvantables, d'autant qu'Israël a interdit l'entrée de préfabriqués, 200 000 préfabriqués étaient prêts à être livrés à Gaza, passer par la frontière égyptienne, par le passage de Rafah,
et les Israéliens, pour des raisons qui les regardent, simplement, disons, inscrites dans la stratégie d'épuisement des Palestiniens, qui ne cessent de poursuivre, les Israéliens ont empêché cela. Donc on voit bien que la stratégie globale, l'asphyxie, l'épuisement, la terreur, qui sont les maîtres mots, je pense, de la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens, tout cela est encore en vigueur. Mais malgré tout, les bombardements, eux, ils ont cessé. Depuis fin décembre, MSF fait l'objet d'une campagne de dénigrement de la part des autorités israéliennes. Pour donner un exemple, quand on tape MSF aujourd'hui sur Google, le premier résultat sponsorisé qui apparaît, c'est un rapport à charge contre MSF. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les principales critiques qui nous sont adressées et comment MSF répond à ces critiques, notamment celle de notre supposé manque de neutralité? Et puis, peut-être, à ton avis, quelles sont les intentions, les buts des autorités israéliennes en s'en prenant comme ça aux ONG internationales? Depuis donc le 31 décembre, MSF, comme 36 autres ONG internationales, n'a plus d'accréditation et donc se voit menacée d'expulsion de la Palestine, dans son ensemble, d'ailleurs de la Palestine occupée, qu'il s'agisse de Gaza ou de la Cisjordanie. La particularité d'MSF, c'est que nous sommes en effet visés par une campagne spécifique qui ne s'adresse que à MSF, une campagne de dénigrement, en effet, mettant en cause notre probité, notre neutralité, nous accusant de dissimuler, consciemment ou non, des terroristes. J'utilise évidemment des guillemets parce que c'est le vocabulaire israélien. Et de ne pas être transparent dans la mesure où nous n'avons pas répondu à la demande des Israéliens de fournir la liste de notre personnel palestinien. MSF veut avoir des garanties que ces listes ne seront pas mal utilisées et donc veut savoir dans quelle mesure les Israéliens en ont besoin pour quoi faire. Parce que les Israéliens ne sont pas théoriquement l'autorité de référence à Gaza. Ce sont les Palestiniens qui théoriquement pourraient nous demander ces listes. Tout en sachant, et en disant d'ailleurs publiquement, que la question n'est pas là. Ça n'est pas la liste de notre personnel, d'autant plus nous sommes absolument convaincus, compte tenu du renseignement dont bénéficient les Israéliens, qu'ils savent très bien qui travaille, qui fait quoi, qui est employé par Médecins sans frontières et qui ne l'est pas. L'autre raison, c'est naturellement, enfin l'ensemble des autres raisons, ce sont les positions publiques qu'a prises MSF tout au long de ce conflit, le fait que nous ayons parlé de génocide, de massacres délibérés, de tentatives d'anéantissement de la bande de la population de Gaza. Donc toutes ces critiques, ces accusations, ces prises de position publiques sont considérées comme irrecevables, mensongères, insultantes, diffamatoires par Israël, et c'est ce qui nous est reproché principalement. Et je réponds à l'autre partie de ta question d'emblée. Ce que cherche à faire Israël là, c'est à avoir des ONG qui seront dociles, seront des loyaux exécutants de sa politique, sans récrimination, sans déclaration tonitruante, sans critique d'Israël. Donc organiser une sorte de huis clos, mais avec des ONG extérieures, de sorte que Israël puisse expliquer à ses alliés, à la communauté internationale, aux gens qui y observent, qu'elle fait preuve de bienveillance vis-à-vis des Palestiniens. La preuve, c'est que plusieurs dizaines d'ONG sont à pied d'œuvre là. MSF ne pourra pas être remplacé, on y reviendra, mais MSF ne peut pas être remplacé comme ça. Il n'y a pas tant d'organisations médicales dans le monde, et il n'y en a aucune qui puisse prendre la place directement de MSF. Un des arguments phares d'Israël concerne la supposée absence de neutralité, les supposées failles de neutralité dont nous ferions preuve du fait de notre positionnement public. Et là, il faut s'arrêter un instant sur ce qu'on entend par neutralité. La neutralité au sens forme du terme, ce sont deux choses différentes. D'une part, le fait de ne pas communiquer des moyens, des ressources supplémentaires à l'un des belligérants, c'est-à-dire ne pas prendre parti directement dans le conflit en fournissant du matériel, des renseignements à l'un des belligérants. Et cela, évidemment, c'est une acception de la neutralité que nous faisons nôtre
La MSF ne fournit aucune ressource, aucun renseignement à des belligérants, que ce soit à Gaza ou dans d'autres circonstances de guerre. L'autre partie de la neutralité, que l'on connaît moins et qui est importante à avoir à l'esprit, c'est le fait de s'abstenir, enfin de considérer que les blessés, les malades, les lieux de soins et les équipes soignantes sont soustraites à la logique de la confrontation et sont en quelque sorte neutralisées par rapport au conflit. Donc la neutralité est une obligation que doivent s'imposer les belligérants, au regard des conventions de Genève, vis-à-vis des populations et des lieux civils ou non combattants, c'est-à-dire soustraits à la logique des combats. Donc lorsque Israël attaque des hôpitaux, emprisonne des soignants, s'en prend à des patients, c'est Israël qui est coupable d'une rupture de cette obligation de neutralité à laquelle elle doit souscrire en tant que membre signataire de la Convention de Genève. Donc on peut retourner, et moi personnellement je retourne contre Israël, cette critique de manquement de la neutralité. Quant au fait que prendre la parole, ce serait une brèche dans la neutralité, ça c'est une conception diplomatique de la neutralité qui regarde peut-être la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge qui, pour des raisons particulières, en tant que gardien des conventions de Genève, en tant que visiteur de prison, s'abstient de parler publiquement des conditions dans lesquelles elle travaille, mais ça ne s'applique pas du tout aux organisations humanitaires. Et donc la neutralité, le silence en tant que preuve, en tant que manifestation de neutralité, ça, c'est Israël qui décide que c'est le cas, mais ça n'a jamais été le cas pour Médecins sans frontières. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez, affligeant dans cette remarque, car d'une certaine manière, la notion d'ingérence, en tout cas de témoignage humanitaire, est née du silence de la Croix-Rouge devant le génocide des Juifs pendant la guerre mondiale. Aujourd'hui, Israël nous reproche de prendre la parole alors que nous sommes confrontés à un génocide en cours à l'intérieur duquel nous tentons d'agir. Il y a donc là un paradoxe tout de même qui mérite d'être souligné. Alors justement, je voulais revenir sur la question du génocide que tu as évoqué lorsque tu parlais de la neutralité. Il y a beaucoup de publications du Crash qui insistent sur la nécessité de négocier et de se rendre utile auprès des autorités pour avoir accès au terrain et ménager notre sécurité. Mais dans le cas de Gaza précisément, où on voit que depuis de nombreux mois, MSF dénonce un génocide, où l'aide elle est entravée constamment, où la sécurité elle est menacée avec, je le rappelle, 15 staff MSF tués. Finalement, est-ce que là, on n'arrive pas aux limites de notre action face à un gouvernement génocidaire ? Et du coup, est-ce que ça, c'est un débat chez MSF ? Est-ce que sur la poursuite ou non de nos opérations dans un tel contexte, en fait ? Mais disons que dans une situation extrême comme celle-ci, on en a connu d'autres également, au Rwanda, dans les années 90, en Bosnie aussi, d'une certaine manière, et dans quelques autres situations, on a le sentiment, en effet, de toucher aux limites de l'humanitaire. Néanmoins, rappelons-nous que nous avons nous avons accompli plus de 20 000 interventions chirurgicales, plus de 100 000 consultations, approvisionner en eau de nombreuses personnes, bref, qu'il y a lieu tout de même d'être fier de ce qui a été réalisé en dépit de la violence extrême de la guerre israélienne contre la population palestinienne, en dépit du fait que cette guerre a été d'ordre génocidaire en effet. Nous avons pu travailler, et si nous avons pu travailler, c'est parce qu'aussi notre présence était tolérée par les Israéliens qui voyaient un avantage. Et les travaux du Crash ont effectivement montré que si un pouvoir ne trouve aucun avantage, qu'on appelle instrumentalisation ou pas, mais aucun avantage à la présence et au travail d'une organisation humanitaire, on ne voit pas pourquoi il nous tolérait. Il faut qu'il en tire un bénéfice pour nous accueillir. Il en a tiré un bénéfice. Il estime manifestement que ce bénéfice est consumé aujourd'hui. Alors lequel à ton avis ? Le fait que les Israéliens, pour terminer le travail, pour mettre en place la phase 2 du plan Netanyahou-Trump, c'est-à-dire la mise en chantier d'une grande partie de la bande de Gaza et la concentration de la population palestinienne dans une petite bande de terre
qui sera une espèce de bidonville construit sur des détritus, une sorte de dépotoir à réfugiés. Là, les Israéliens estiment qu'ils nous ont assez laissé opérer et qu'il leur faut des ONG qui leur permettent d'opérer complètement à huis clos sur ce plan d'occupation. Donc d'opérer à huis clos, ça ne veut pas dire totalement dans un face-à-face israélien-palestinien, ça veut dire un acteur tiers, comme des ONG, qui sont pour l'essentiel des évangéliques états-uniens, totalement pro-israéliens, s'inscrivant, se reconnaissant dans les buts de guerre israéliens, approuvant ceci, et donc qui ne causeront aucun problème d'ordre politique aux Israéliens. Donc une forme de huis clos qui permet un micro-aménagement du désastre installé par les Israéliens, mais entièrement au bénéfice de la force d'occupation israélienne. Voilà, je pense, ce qui peut caractériser la phase actuelle. Dans ces conditions, au-delà même du fait que nous sommes en pratique expulsés doucement, mais expulsés du territoire palestinien de Gaza, on peut considérer que de toute façon, en effet, on n'a plus rien à faire. La phase aiguë, pendant les 2 ans et quelques mois qu'a duré cette guerre intense, nous a mis dans une situation où nous opérions en urgence tous les jours à tour de bras des blessés qui, sans cela, seraient morts. Donc il y avait vraiment une utilité directe, immédiate, induite par la situation de guerre ouverte. Là, cette situation de violence plus torpide, plus retenue, plus souterraine, nous met dans une toute autre situation. Et je pense que la situation des ONG va être d'être des exécutants plus ou moins dociles, mais enfin les Israéliens attendent cette docilité, et créer une situation dans laquelle, je pense, nous n'avons plus rien à faire. À l'époque aussi, il y avait le fait qu'il y avait tout notre personnel MSF qui était déjà sur place et qui par ailleurs était enfermé. Est-ce que tu penses que ça a joué dans le fait qu'on décide de mettre en place des opérations Disons que ça rendait toute décision de départ plus compliquée, parce que nous avons 1200 employés palestiniens ou membres palestiniens de Médecins sans frontières. Plutôt, je le rappelle pour ceux qui n'en seraient pas tout à fait conscients, qu'il s'agit de gens qui sont chirurgiens, médecins, infirmiers, physiothérapeutes, mais aussi le chauffeur, le logisticien, enfin que c'est le gros de l'équipe de secours que nous avons déployé là-bas. Et en effet, en cas de départ de MSF, eux, ils n'ont pas le loisir de partir. Donc c'est un facteur de retenue. Mais de toute façon, je pense que nous ne serions pas partis. Parce que pendant les 28 mois, disons, de guerre intense que nous avons connus, le travail était extrêmement prenant, et le sens de ce travail s'imposait de lui-même. Certes, opérer des gens qui vont être réexposés à des bombardements, ça peut ouvrir à une sorte d'interrogation sur la futilité ou l'inutilité de la chose. Mais pour les gens qui sont opérés, si on regarde au-delà des grandes masses, mais dans la relation individuelle avec les gens qui sont victimes de ces bombardements, ça prend tout son sens. Donc je crois qu'il n'y avait pas d'interrogation de fond, autre que d'ordre métaphysique, mais ce n'est pas notre souci ici. Il n'y avait pas d'interrogation de fond sur le sens de notre action et son utilité. Aujourd'hui, dans la nouvelle configuration, qui est la mise en exécution du plan Netanyahou d'asphyxie des Palestiniens, que pouvons-nous faire? Pratiquement rien. Donc je pense que là, l'humanitaire peut assez rapidement s'ériger en faux semblant, en une espèce de théâtre d'ombre qui est vide de tout sens. Donc, à mon avis, le retrait, de toute façon, est une bonne chose. Mais il y a débat, en effet, au sein de Médecins sans frontières, et c'est un débat légitime. Je défends, moi, là, une position en disant ça n'a vraiment plus grand sens. Pour d'autres, et c'est une position tout à fait respectable, tant qu'il y a une aide à apporter, il faut rester auprès de ceux que l'on peut soutenir. Et ma foi, c'est aussi un des ressorts profonds de l'humanitaire qu'on ne peut pas jeter par-dessus bord comme ça. Et moi, il me semble que ça se vide peu à peu de son sens et qu'il faut savoir, dans ces conditions, se retirer.
Tu disais que MSF ne pourrait pas être remplacé. Actuellement, MSF soutient un lit d'hôpital sur 5 à Gaza et à peu près un tiers des accouchements. Donc cette aide, elle est évidemment loin d'être suffisante, mais on imagine bien que la supprimer aurait des conséquences terribles. Est-ce que tu peux dire 2 mots, à ton avis, sur les conséquences d'une expulsion de MSF, à la fois pour les populations civiles, mais aussi pour l'ensemble du dispositif humanitaire? Il y a en gros 2300 lits hospitaliers actuellement fonctionnels, en tout cas partiellement fonctionnels, à Gaza. Là-dessus, il y en a environ 450 qui sont gérés par Médecins sans frontières. Si nous sommes expulsés, ces 450 lits ne seront plus gérés par personne et aucune organisation ne peut reprendre de but en blanc comme ça la gestion de 450 lits hospitaliers. C'est quand même tout à fait considérable. Donc ça veut dire que des blessés et des malades ne seront plus soignés et opérés, que des consultations ambulatoires ne pourront plus être assurées, en plus du fait qu'un certain nombre d'accouchements, en effet, sont assurés par MSF, de même que la distribution d'environ un quart des rations d'eau potable qui va être laissée à l'abandon. Donc les conséquences vont être en effet très rudes pour les Palestiniens. Alors il y a MSF, mais il y a les autres acteurs également. Et donc au sujet du centre de commandement civilo-militaire, un observateur récemment a signalé d'importants dysfonctionnements et l'instrumentalisation de l'aide. Ça rappelle d'ailleurs la Gaza Humanitarian Foundation où l'aide s'était carrément retournée sur les populations avec plus de 1000 Palestiniens tués lors des distributions de nourriture. Que penses-tu, toi, de cette initiative américaine censée soutenir la stabilisation de la bande de Gaza après le cessez-le-feu? Et que penses-tu également du fameux conseil de paix lancé par Donald Trump récemment? Bon, ce centre de coordination civilo-militaire, c'est une vaste blague de la part même de ceux qui y participent. C'est une espèce de trompe-l'œil destiné à manifester le souci humanitaire des Américains qui auraient persuadé les Israéliens de faire un petit peu mieux, lesquels Israéliens montreraient de la sorte leur bonne volonté à assister les Palestiniens. En réalité, il y a des milliers de camions qui, dans les 2 terminaux qui permettent l'accès à Gaza, sont là tankés, immobiles et ne peuvent pas entrer. Les quelques milliers de camions qui entrent chaque semaine, car il entre des camions, sinon on ne mangerait plus. À Gaza, on ne pourrait absolument plus rien faire, sont largement composés par des marchandises qui vont dans le commerce, c'est-à-dire qui ne sont pas d'ordre humanitaire, que les gens doivent acheter, si bien par exemple que des aliments de base, du lait maternisé, des céréales de base, sont très difficiles à trouver, mais qu'on trouve des chips à prix d'or d'ailleurs, ou des denrées de ce type-là. Donc l'aide humanitaire continue d'être entravée, pas totalement bloquée, elle entre, mais à un très petit débit, et les marchandises d'ordre commercial, elles, entrent plus facilement. Donc on voit bien que déjà le filtrage des Israéliens reste d'actualité, en plus du fait que, pour ce qui nous concerne nous, par exemple les fournitures médicales restent soumises à un filtrage insensé. En gros, tout le matériel métallique, et on sait que dans des activités chirurgicales ou de maternité, des extracteurs d'oxygène, des lits d'accouchement, du matériel de base comme cela ne peuvent pas rentrer au nom de l'usage double qu'ils peuvent représenter. Je ne sais pas ce que militairement on peut faire avec un extracteur d'oxygène ou un lit d'accouchement, mais en tout cas, selon les Israéliens, il y a quelque chose de l'ordre d'une menace contenue dans ces matériels qui sont donc bloqués. Donc nous avons heureusement pu constituer des stocks et nos équipes sur place peuvent continuer à travailler. Elles ont plusieurs semaines de stocks de médicaments et de matériel consommable devant elles. En revanche, elles vont rapidement tomber à court de fuel. Et donc c'est un gros problème parce que pas de fuel veut dire pas de groupe électrogène, donc pas d'électricité. Et un hôpital sans électricité, c'est extrêmement difficile à faire fonctionner. Donc tout cela est d'une très grande précarité et le contrôle extrêmement serré des Israéliens ne s'est pas véritablement relâché. Quant au Conseil de la paix que Trump a mis en place, je rappelle qu'il a été au départ entériné par les Nations Unies.
il y a quelque chose d'assez déroutant dans cette décision des Nations Unies de créer un Conseil de la paix qui ne se réfère à aucune des résolutions des Nations Unies antérieures, qui sort de la tête de Trump et de la Maison-Blanche sans aucune considération pour la nation palestinienne, pour la reconnaissance du tort fait aux Palestiniens, pour la référence aux résolutions sur les frontières, sur le retour, etc. Donc tout cela a une valeur juridique à peu près nulle et une valeur politique qui ne vaut que l'espace d'un instant, car il n'y a même plus de mention aujourd'hui de la Palestine dans le Conseil de la paix. Le Conseil de la paix est supposé intervenir dans toutes les situations de belligérance et être en quelque sorte un substitut de l'ONU sous la direction de Trump lui-même, qui donc s'auto-proclame président du monde d'une certaine manière. C'est évidemment inacceptable pour une très grande partie du monde. Certains pays, certaines présidences sont prêtes à se plier à ce jeu-là, mais enfin, elles sont quand même très peu nombreuses. Donc on a affaire à quelque chose de l'ordre d'une dystopie, d'une folie politique que peut-être une série Netflix permettrait d'imaginer, et encore, enfin, ça serait sans doute exagéré, mais ni du point de vue de la structure qui est censée coordonner l'aide humanitaire, ni du point de vue de la structure qui est censée établir un minimum de stabilité et de paix, on a quoi que ce soit à attendre là. Donc on est aujourd'hui dans une impasse totale, on peut le dire avec le sourire tellement cette affaire est énorme, mais c'est tragique, évidemment, parce que ce sont des centaines et des centaines de milliers, et même des millions d'existences qui sont en jeu là, et avec lesquelles on semble, que l'on semble manipuler avec une décontraction et un cynisme qui n'ont pas de limite. Alors je prolonge un peu sur les débats en interne chez MSF. On sait que Gaza, c'est avant tout un conflit colonial avec une situation d'occupation depuis 1967. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas oublier non plus la situation très critique en Cisjordanie. Est-ce que tu penses que MSF, elle insiste suffisamment sur cette dimension coloniale et pourquoi c'est si délicat de parler des choses en ces termes-là ? Parler de colonisation, c'est prendre une position politique. Moi, je pense que l'humanitaire peut parfaitement se réclamer, se situer dans une perspective anticolonialiste. Mais il se trouve que, historiquement, le contraire peut être défendu, puisque l'humanitaire colonialiste a également existé. Moi, il me semble, et c'est aussi le sens d'un certain nombre de mes travaux, enfin de mes écrits, en tout cas, il me semble que les sources coloniales et impériales de l'humanitaire doivent être analysées pour s'en défaire. Pas pour les nier, elles existent, elles sont là, il ne s'agit pas de les canceller, il s'agit de les analyser pour mieux pouvoir les couper. Et du coup, se situer effectivement dans une perspective clairement anti-impérialiste, anticolonialiste. Mais enfin, c'est une perspective qui est directement politique, et on peut comprendre que pour certains, le dogme de l'apolitisme de l'humanitaire s'impose, et que même quelque chose d'aussi évident que la critique du colonialisme et la volonté de s'en distancier n'aille pas d'eux-mêmes. Ça fait partie du débat. Et donc, aujourd'hui, reconnaissons que MSF, en tout cas la section française de MSF, mais aussi d'autres sections à un certain moment, ont pris des positions très, très fermes, très claires, notamment sur le caractère génocidaire de cette guerre, et au-delà de la qualification, sur les modalités concrètes de cette guerre. Donc l'essentiel de ce point de vue-là a été assuré par MSF, d'autant que, on le sait, mais il est bon de le rappeler, aucun journaliste étranger n'est admis encore à ce jour dans la bande de Gaza, au contraire de la Cisjordanie, où les journalistes peuvent se déplacer. Et à propos de la Cisjordanie, il faut aussi remarquer que le sort des Palestiniens de Cisjordanie est en train de se rapprocher peu à peu de ceux de Gaza, dans la mesure où des dizaines de milliers de logements ont été détruits et qu'un nombre croissant de Palestiniens vit dans des décombres, comme leurs concitoyens de Gaza. Et que par ailleurs,
le harcèlement, et donc aussi également les meurtres, les destructions de récoltes, les destructions de maisons, les incendies de voitures. Récemment, l'université de Birzeit, de Ramallah, donc en zone théoriquement entièrement palestinienne, a été attaquée par l'armée israélienne, qui est venue interrompre en tirant à balles réelles sur eux des gens qui se rassemblaient, des étudiants palestiniens qui se rassemblaient en solidarité avec les prisonniers palestiniens pour voir la projection du film La Voix de Hind Rajab, ce film sur cette enfant palestinienne qui est morte dans une voiture sous les tirs israéliens à Gaza et dont la mort a été reconstituée avec les enregistrements de sa voix. Un film absolument poignant. Et ce rassemblement était totalement pacifique. Eh bien, l'armée israélienne est venue l'interrompre, plusieurs dizaines, enfin une quinzaine ou une vingtaine de blessés par balle. Les Israéliens ont tiré dans Ramallah même, c'est-à-dire dans la capitale palestinienne, en toute impunité. Au moment où nous parlons, des bulldozers israéliens sont en train de détruire les bâtiments de l'UNRWA. Donc des bulldozers israéliens détruisent des bâtiments de l'ONU qui sont théoriquement protégés par une convention internationale concernant les Nations Unies. Donc les Israéliens manifestent leur mépris total pour le droit international, pour les obligations qui sont théoriquement s'appliquent à eux. Donc ils détruisent méthodiquement la Palestine et tout ce qui peut se rapporter à la défense de la Palestine, en particulier donc l'UNRWA. Voilà où nous en sommes. Donc de là, MSF peut joindre sa voix à ceux qui les critiquent, mais enfin, ce qui importe, c'est d'abord que ces faits soient rapportés, et ils le sont. Reconnaissons que c'est dans la presse que j'ai connaissance de ces faits. MSF, là, est d'une certaine manière débordé par l'événement, ne peut que le constater, joindre éventuellement sa voix aux protestations d'autres ONG, notamment quelques ONG israéliennes qui luttent avec un courage admirable contre cette politique et que MSF peut également soutenir aux côtés des Nations Unies et d'autres ONG. Mais enfin, nous avons bien peu de choses à faire dans ce contexte-là. Sur le droit humanitaire international, justement, dans un entretien sur France 24 le 14 janvier dernier, la juriste Julia Grignon disait que l'article 1 des conventions de Genève stipule que les États doivent respecter le droit humanitaire, mais aussi le faire respecter. Et sur ce deuxième aspect, faire respecter, elle estimait que les autorités françaises, elles devraient prendre la parole pour dénoncer leur désapprobation face à l'interdiction de toutes ces ONG, dont le siège est d'ailleurs pour certaines en France, et même utiliser des pressions diplomatiques. Est-ce que tu penses que les autorités françaises devraient plus prendre la parole et pourquoi elles ne le font pas ? Oui, je pense d'une manière générale que les autorités françaises, comme d'autres autorités européennes, comme des autorités des pays du Sud global, devrait en effet prendre la parole pour condamner les violations du droit international, et notamment du droit international humanitaire, les persécutions et les interdictions d'ONG n'étant qu'une partie absolument minuscule et dérisoire des violations du droit humanitaire par Israël, qui mène une guerre contre les civils. C'est une guerre coloniale, c'est une guerre de Israël. L'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, ce sont des occupations coloniales de peuplement. Par définition, les colonies de peuplement se font au détriment de la population civile autochtone qui est installée sur ces territoires que les colonisateurs veulent s'approprier. Donc ce sont bien des guerres qui sont menées contre la population palestinienne, pas contre des organisations. Quand on parle de guerre d'Israël contre le Hamas, on passe à côté de l'essentiel, volontairement ou involontairement, mais on passe à côté de l'essentiel. C'est une guerre d'Israël contre la population de Gaza, de la même façon qu'aujourd'hui, Israël est tout... D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Ce ne sont pas de l'interprétation. Écoutons ce que disent les ministres israéliens qui s'expriment sur le sujet. Ils parlent clairement de chasser, de tuer, d'expulser, d'exproprier pour récupérer une terre qu'ils considèrent comme étant la leur, donnée par la divinité ou que sais-je, mais en tout cas comme étant la leur. Donc c'est ça, l'oubli, le piétinement
le mépris du droit international humanitaire et du droit international en général. Donc des gouvernements défendent les ONG de leur pays, c'est bien, mais moi personnellement, je ne suis jamais embêté quand il y a une distance nette et claire entre Médecins sans frontières et les gouvernements des pays dans lesquels nous sommes installés. Bon, l'entretien va bientôt toucher à sa fin et sans grandes illusions sur une possibilité de paix, surtout au moment où débute, comme tu l'as dit, ce que certains nomment la phase 2 du conflit, où il est question de zones de regroupement fortement contrôlées, de réaménagement du territoire. Quelle perspective vois-tu et peut-être quel levier, même si tu en as un peu parlé, sur déjà tout ce que font les ONG pour témoigner, mais quel levier politique pourrait encore faire la différence, surtout dans un contexte où il y a quand même une forte propagande pro-israélienne, voire un silence coupable de beaucoup d'acteurs. Moi, je pense que ce qui se passe là-bas est une honte particulière, parce que les crimes qui sont commis avec l'approbation de ceux qui ont érigé les lois qui sont censées prévenir ces crimes. Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qui sont commis, pour citer les 3 grandes catégories de crimes qui sont manifestement commis là, ont été décrits pour être sanctionnés, en tout cas pour être prévenus, essentiellement en Europe, en leçon des crimes de ce type-là commis sur le territoire européen dans notre histoire récente. Eh bien, lorsqu'ils sont à l'extérieur, en Syrie, au Congo, en Birmanie, et dans bien d'autres pays, ces crimes aussi sont commis. Dans des circonstances différentes, les gens peuvent s'échapper, ou en tout cas, ils ne sont pas aussi prisonniers que le sont les Palestiniens, mais en tout cas, des crimes à grande échelle sont commis. Mais ils le sont, et ils sont accompagnés de condamnations, voire de sanctions. Au moment où nous parlons, par exemple, des sanctions sont prises contre l'Iran, qui, dont le régime criminel, tue des milliers de ses citoyens. Ça ne se fait pas avec l'approbation, mais au contraire dans la condamnation des pays européens. Eh bien, en Israël, c'est le contraire. En Israël, on tue et on est récompensé pour cela en étant quasi membre à part entière de l'Union européenne, en participant aux compétitions sportives européennes, en ayant des contrats de recherche avec des universités européennes, en étant dans l'Eurovision, etc. Voilà le problème qui se trouve. C'est l'approbation importée par l'Europe, donc la perte de tout crédit moral de la part de l'Europe face aux horreurs qui se passent en Palestine. Alors, pour moi, la seule perspective, compte tenu du fait que, pour l'instant, rien ne permet de penser que cette guerre menée contre les Palestiniens va s'arrêter, au contraire, les Israéliens considèrent qu'ils n'ont plus rien à perdre du point de vue de leur image, donc ils poursuivent. Eh bien, des sociétés européennes réagissent, heureusement, au niveau des populations, la réaction, l'indignation se fait sentir, et les gens tentent de rendre, comme disait l'autre, la honte plus honteuse en la livrant à la publicité. Eh bien, il faut continuer à faire cela en espérant que ceux qui ont les moyens d'enrayer le processus, à un moment donné, prendront l'initiative de faire cela. Bon, merci Rony. Merci.